Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Afrique dans tous ses états. Cette émission qui met en lumière les enjeux, les dynamiques de notre continent. Comme chaque semaine, vous le savez, nous ouvrons un espace de partage où l'Afrique est au cœur du débat. Alors chaque semaine, nous sillonnons les réseaux sociaux, Internet, afin d'aller chercher les sujets qui vous ont fait parler. 3 sujets sont au menu aujourd'hui. On commence avec la Côte d'Ivoire. Présidentielle 2025, Cap Côte d'Ivoire peut faire vaciller le camp présidentiel? Bonne question. Enfin, on continue avec, on reste même en Côte d'Ivoire, présidentielle 2025, sortie de la liste électorale définitive, avancée pour mieux organiser ou pour mieux contrôler. On finit avec, éventuellement si nous avons le temps bien sûr, avec Monsieur Sonko qui a commencé une tournée ouest-africaine. Mesdames et messieurs, voilà les 3 sujets que nous allons aborder avec notre invité du jour, à savoir Honorable Simon Doho. Bienvenue à vous. Vous êtes président du groupe parlementaire PDCI RDA. C'est un plaisir de vous avoir ici sur le plateau. Bonjour madame, et en tout cas merci pour votre accueil. On continue en face de vous, vous avez Babadem. Babadem, vous êtes journaliste. Oui, merci et bienvenue à tous nos companélistes et aux spectateurs. Et on finit avec vous, docteur Mamadou Camara, vous êtes économiste et maître de conférences. Bonjour Aïssa, bonjour Baba, bonjour à notre invité, bienvenue. Bonjour aux téléspectateurs. Et aux commentateurs qu'on salue fortement ici sur le plateau de l'Afrique dans tous ses états. Alors oui, nous allons revenir sur l'actualité. Vous savez que la Côte d'Ivoire est au cœur de cette grande actualité africaine. Nous avons donc honorable Monsieur Doho ici présent sur le plateau. Donc avant de démarrer avec le Cap Côte d'Ivoire, donc et notamment le meeting à Yopougon, on va vous donner la parole par rapport à la situation. La liste électorale est sortie, beaucoup de choses se passent, beaucoup de questions sont posées aussi bien du côté donc des cadres du PDCI RDA, mais aussi du côté des électeurs, des militants du PDCI RDA et du côté aussi de toute la Côte d'Ivoire tout simplement. Alors qu'avez-vous à dire à nos téléspectateurs aujourd'hui? Bon, d'abord je voulais aussi dire merci à nos téléspectateurs, en tout cas pour leur écoute et pour l'attention qu'ils portent à tous les sujets que vous traitez ici, et plus particulièrement aujourd'hui de la Côte d'Ivoire. Vous savez, le premier sentiment qui me vient à l'esprit depuis ce matin, depuis que nous avons appris dans la nuit que M. Cheikh Tidiane Thiam a été exclu de la liste électorale et qu'aussi, évidemment, M. Gbagbo et M. Bégoudé n'y sont pas. Le premier sentiment, c'est un sentiment de peine. Vous voyez, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que M. Ouattara s'est organisé comme il l'avait pensé depuis des mois, parce que c'était bien orchestré, en manipulant la justice, en mettant la justice à sa solde. Pour vous, c'est clairement une manœuvre politique? Non, clair. Il n'y a pas de question. Il ne faut pas tourner autour du pot. C'est un plan savamment préparé par M. Ouattara pour exclure M. Tidiane Thiam de la liste électorale. Donc, je vous ai parlé de la peine, une peine très profonde. Voilà, la Côte d'Ivoire a reculé. C'est un recul démocratique. Si vous suivez, il y a un organisme suisse, suédois, qui a fait une étude récemment, dans laquelle il apparaît clairement que la Côte d'Ivoire est classée dans les pays autocratiques, en tout cas à des élections autocratiques. C'est-à-dire, on est dans un environnement qui fait semblant de parler de démocratie, mais en fait, c'est une forme de dictature qui se met en place. Et cela entache la réputation de la Côte d'Ivoire, clairement? Mais bien sûr. Vous constatez depuis quelques mois, quelques années? La Côte d'Ivoire, c'est de la peine. Je répète encore de la peine. La Côte d'Ivoire n'est plus ce qu'elle était. La Côte d'Ivoire a pris le chemin de l'autocratie. Elle n'est pas loin des pays totalitaires. Elle est très très proche d'ailleurs dans l'étude qui a été présentée, où on peut avoir la justice à sa solde, où on peut manipuler les listes électorales comme on veut, où on peut nommer 80% de gens de sa région au poste d'ambassadeur, où on peut nommer plus de 90% de personnes originaires de sa région aux hautes fonctions de l'État, voilà, où on a une Assemblée nationale qui ne reflète pas la réalité sociologique du pays, parce que quand vous avez pour 400 000 personnes à peu près, je donne les chiffres, au nord pour une 70 députés, et que vous avez 2 millions au sud pour le même chiffre à peu près de députés, bon, quel débat démocratique voulez-vous avoir à l'Assemblée nationale? C'est quoi? C'est pas proportionnel, ce que vous voulez dire? Donc nous sommes vraiment dans un système qui fait de la peine, et exclure des candidats volontairement sous des prétextes vraiment fallacieux.
Monsieur Thiam, c'est un Ivoirien. Mais là, vous adressez à qui? À la justice ou à M. Ouattara lui-même? Non, écoutez, moi pour l'instant je constate, vous m'avez posé la question du constat. Voilà le constat de la réalité. La Côte d'Ivoire se réveille, le monde entier se réveille, l'Afrique se réveille et constate que cette belle Côte d'Ivoire qu'elle a admirée, qu'elle admire, aujourd'hui a pris le chemin, elle confirme qu'elle est sur le chemin de l'autocratie. C'est ça la peine. Très bien. Quoi qu'il en soit, profonde. Bien sûr, on va revenir dessus, monsieur Do, honorable Do. 3 sujets vont être traités dans cette émission et on commence tout de suite avec le meeting Cap Côte d'Ivoire qui semble être un succès, en tout cas à Yopougon, c'est ce qui a été dit. Alors on revient sur ce meeting, on regarde une vidéo et puis on revient, mesdames et messieurs. L'opposition politique incarnée par la Coalition pour une alternance pacifique a appelé samedi à un dialogue politique avec le parti au pouvoir, le Rassemblement des Républicains, RDR. Vous êtes venus là chacun avec sa casquette PDCI, avec sa casquette COGEP, avec sa casquette MGC, FPI, URD, AIRD, PIP et tous les partis politiques. Mais dès l'instant où vous avez franchi ces barrières dans cette enseigne, vous êtes les enfants de la Côte d'Ivoire. Les leaders de l'opposition ont dénoncé la candidature potentielle du président sortant Alassane Ouattara, ainsi que l'exclusion de plusieurs personnalités politiques de la liste électorale pour permettre la candidature de tous les leaders politiques. L'ancienne première dame du pays, Simone Gbagbo, a demandé au président Alassane Ouattara d'amnistier tous les potentiels candidats. Aujourd'hui, la constitution ivoirienne a prévu qu'il puisse prendre son bic pour écrire une loi d'amnistie pour effacer tout ça. De retour sur le plateau, Babadem, je me tourne vers vous. Alors, qu'avez-vous à dire? Oui, donc le meeting de la CAP-CI, c'était le samedi 31 mai 2025. Et ils ont tenu donc un meeting majeur à Yopougon à 5 mois de la présidentielle. Donc 3 éléments clés ressortent de cet événement qui alimentent bien sûr le débat. Donc le premier élément, c'est la mobilisation visible, mais selon la presse mesurée. Donc selon certaines presses, on parle de 4 000 à 5 000 personnes, alors qu'il y en a d'autres qui parleraient de 10 000. Il y a une bataille de chiffres. Mais quoi qu'il en soit, cette affluence témoigne d'une capacité de mobilisation de l'opposition, mais reste en deçà d'une démonstration de force massive à l'échelle nationale. Malgré la participation des 24 partis, l'absence de certains grands acteurs de l'opposition et une population globalement limitée à cet événement a eu une portée symbolique assez mesurée, comme on dit. Deuxièmement, les revendications sont claires et un appel au dialogue. La CAP-CI a réaffirmé ses exigences, donc révision de la liste électorale, audit du processus, dissolution de la commission électorale indépendante actuelle et réintégration des figures politiques qui ont été exclues, dont Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam ou Guillaume Soro. Le meeting a été l'occasion de renouveler aussi l'appel à un dialogue politique avec le pouvoir dans l'espoir d'élections apaisées et inclusives en octobre. Et enfin, un climat politique tendu mais pacifique. Le rassemblement s'est déroulé sans incident majeur dans une ambiance revendicative mais pacifique. La CAP-CI a voulu montrer une opposition disciplinaire, respectueuse des lois et déterminée à poursuivre la pression pour obtenir des réformes. Cependant, la réponse du gouvernement reste attendue et la perspective d'un dialogue politique effectif demeure certaine. Donc nous allons voir si ce meeting a eu un impact vis-à-vis du gouvernement en place. Merci beaucoup, Babadem. Peut-être revenir sur les chiffres. Baba parle de 5 000, 10 000. J'avais entendu beaucoup plus. Je vous laisse faire un point sur la situation. Quels étaient les objectifs de ce meeting donc, de Yopougon, les attentes et surtout les résultats? Alors, madame, merci en tout cas. Je remercie notre intervenant qui a donné une bonne orientation en tout cas dans le contenu. Mais, je vais être très clair. Cette journaliste qui a donné les chiffres de 5 000, elle n'est pas journaliste. Elle est autre chose que journaliste. Hein? Et la chaîne qu'il emploie devait prendre des sanctions à son égard. Si cette chaîne est une chaîne responsable, voilà ce que je voulais dire là-dessus. J'étais moi-même présent à ce meeting. J'étais assis en tout cas dans les premiers rangs. Bon. Vous pouvez, je n'ai pas d'appareil particulier, mais je peux vous dire une chose, il y a plus de 20 000 personnes, mais même plus, à cette place. Moi, les chiffres que j'ai à peu près 50 000 personnes. Voilà. Bon, il y a plus que ça. Et les organisateurs nous ont annoncé des chiffres effectivement autour de 50 000. D'accord. On a déjà fait un autre meeting avec d'autres organisations, notamment de la société civile, sur cette même place. C'était le même public.
Donc, vraiment, un grand public mobilisé pour poser les problèmes sérieux. Alors, il y a une journaliste qui sert le RHDP et qui vient servir au monde entier des choses qui ne sont pas à la hauteur, en tout cas de France 24. Ça aurait été très problématique si c'était 5000 personnes pour autant de partis réunis. Non, je répète que nous-mêmes, nous avons une organisation de la société civile qui s'appelle CIP. Qui a comptabilisé à peu près 50 000 personnes. C'est ce que je viens de dire sur le plateau. Exactement. Avec le même dispositif. Exactement. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, ensuite, est-ce que j'interviens sur le contenu? On intervient sur le contenu. Quels étaient les objectifs donc, de ce meeting? Est-ce que vous êtes content de ce meeting? Est-ce qu'on peut escompter finalement des résultats probants? Alors, le meeting avait un certain nombre d'objectifs. Le premier, c'était le premier où CAP se retrouvait avec l'ensemble de ses dirigeants pour pouvoir vraiment s'exprimer devant les Ivoiriens. C'était une bonne chose et devant la communauté internationale. Parce que nous avons formé cette coalition pour une alternative pacifique en Côte d'Ivoire, dont M. Tizane Thiam est le président. Il était important qu'elle se montre au public. Démonstration de force. Voilà. Ensuite, vous avez le fait de pouvoir exprimer les revendications qui ont été posées, qui sont des revendications sérieuses. On vous a dit, dans un environnement apaisé, c'est un meeting qui s'est bien passé, et nous avons posé des problèmes très sérieux. La liste électorale. Mais je crois que l'intervenant qui est intervenu en a parlé. C'est hallucinant. Vous avez des gens, des milliers de personnes qui sont pris à Port-Bouët et qui sont envoyés à 250 km. Vous saviez, lors du meeting qui a eu lieu le 31 mai 2025, est-ce que vous saviez que la liste électorale allait être sortie le 4 juin et non le 20 juin? Non, nous ne le savions pas. Vous ne le saviez pas? Non, nous ne savions pas. Ça encore, ça fait partie des manipulations des partis au pouvoir. Comment on peut annoncer que ce sera autour du 20 juin et puis du jour au lendemain, on dit c'est le 4. Tout ça, ça fait partie. On en reparlera dans un instant. Pour les téléspectateurs qui vous écoutent et finalement qui sont encore plus intéressés par les objectifs de CAP Côte d'Ivoire, parce qu'aujourd'hui, au vu de la situation, comment CAP Côte d'Ivoire va s'organiser pour faire face donc à l'opposition? Alors, déjà, vous savez que c'est une alliance non idéologique. C'est-à-dire, nous sommes ensemble pour pouvoir demander le dialogue politique qui n'est rien d'autre que la volonté des Ivoiriens, de femmes et d'hommes qui appartiennent à la même nation, de s'asseoir pour chercher des solutions à leurs problèmes. Et leurs problèmes aujourd'hui, ce sont des élections qui ne sont pas crédibles en Côte d'Ivoire. Si vous voulez, je me permets d'intervenir sur un point qui souvent n'apparaît pas. Beaucoup de politiciens interviennent en disant « Oui, mais monsieur le député, vous avez été élu avec cette CEI. » Mais il faut être sérieux. Cette CEI a produit des résultats qui ne sont pas à la hauteur. Les élections font l'objet de bagarres, font l'objet de tueries, font l'objet de tricheries, font l'objet de vols. C'est ça la réalité. Et les gens veulent faire la politique de l'autruche devant la réalité de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et c'est cette réalité que nous ne voulons plus vivre. Les Ivoiriens ne veulent plus vivre des élections où ils s'entretuent. Ils ne veulent plus vivre des élections où on bourre les urnes. Ils ne veulent plus vivre des élections où on fabrique des électeurs qui n'existent pas. Ils ne veulent plus vivre des élections où il y a des gens qui ont 150 enfants ou des choses vraiment auxquelles vous ne pouvez pas penser. Donc finalement, c'est quoi le mot d'ordre de ce meeting? Qu'est-ce qui ressort de ce meeting du 31 mai? Ce qui ressort, c'est la volonté d'aller à la paix par le dialogue en amenant tous les Ivoiriens autour d'une table. Et en vous envoyant un message clair à M. Ouattara. Il ne peut pas continuer comme il le fait aujourd'hui. Donc l'objectif de CAP Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est tout simplement de dénoncer les problèmes au sein de la Côte d'Ivoire, au sein de ce processus électoral, mais en aucun cas de se rassembler pour faire front, pour faire face à l'opposition. C'est ça l'objectif principal. D'abord, mettons-nous ensemble pour poser les problèmes qui concernent la Côte d'Ivoire. Ce ne sont pas des problèmes partisans. C'est pour ça que l'alliance est non idéologique. Ce ne sont pas des problèmes partisans. Ce sont des problèmes de la Côte d'Ivoire. Faire en sorte que notre pays redevienne une nation démocratique. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est le déni de démocratie. Et les gens n'ont pas le courage de le dire. Et vous avez des gens qui se promènent, qui font le tour du monde et qui disent oui, tout se passe bien en Côte d'Ivoire. Mais ce sont des menteurs.
Docteur Camara, vous avez écouté donc honorable Doho. Oui. Vous pensez quoi de ce type de meeting, des objectifs de ce meeting, de la raison même de ce rassemblement? Oui, alors moi je pense que le meeting était tout à fait justifié dans la mesure où l'opposition ivoirienne veut coûte que coûte obtenir de la part du gouvernement un dialogue politique qui permettrait justement d'intégrer les ténors de l'opposition dans la liste électorale, on en parlera tout à l'heure, pour que justement les élections soient les plus inclusives et les plus apaisées possibles. Donc je pense que c'était un dernier moyen de pression, hein, sachant qu'il s'attendait que d'ici l'échéance de fin juin, qui était prévue pour la publication de la liste électorale, qu'il puisse avoir un geste politique, donc qui émane du gouvernement. Et je pense que c'était un bon moyen de pression. Alors maintenant, sachant qu'on a coupé un petit peu l'herbe sous les pieds donc de l'opposition ivoirienne, peut-être seront-ils obligés justement de donner à cette coalition Cap Côte d'Ivoire 2025 un autre objectif qui est celui dont monsieur le député vient de nous Exactement. Et Baba, je vous pose la question, vous écoutez monsieur Doho, on regarde un peu les commentaires, on regarde ce que les Ivoiriens veulent, ce que les Ivoiriens disent, et ils se disent, ok, c'est vrai que c'était une démonstration de force, vous avez montré qu'il y avait une unité au sein de Cap Côte d'Ivoire, mais finalement, on n'a pas eu un programme, on n'a pas eu d'informations claires concernant la suite. Finalement, qu'est-ce que vous pouvez répondre à cela? Est-ce que c'est justifié de la part donc, des Ivoiriens qui s'attendent à autre chose? Et est-ce que vous pouvez l'expliquer, Baba? En fait, pour les Ivoiriens, je pense qu'ils pensaient qu'il y aurait eu, et c'est pour dire, hein, il n'y a pas eu d'incident. Ils pensaient aussi avoir des phrases va-t-en-guerre très choc, alors que c'était vraiment, comme ils l'ont dit, c'était pour le Cap quelque chose de pacifique. Appel au dialogue, mais à la limite, la révision de leur exigence, révision de la liste électorale, audit du processus, dissolution de la CEI, je pense que c'est une des choses. La réintégration, ils l'ont répété et répété. On a vu Mme Gbagbo aussi le répéter. Donc, je pense que là c'était plus, on a montré un Blé Goudé assez offensif. Moi, c'est ce que j'ai vu. En tout cas, les chefs de l'opposition qui étaient présents, assez offensifs, alors qu'on ne les entendait pas trop. J'ai vu même Afinguessan, pour la première fois, montrer aussi alors qu'on ne l'entendait pas trop. Donc j'avais l'impression qu'ils étaient plus en ordre de bataille, en se disant, nous sommes là. Jusqu'à présent, nous avons été assez pacifiques et tolérants et patients. Et j'ai l'impression que là, ils ont précipité. Et je me demande même pourquoi ils l'ont fait. Est-ce que le meeting n'a pas poussé la CEI à poser tout de suite des actes? Je me pose ces questions. Et donc, je pense que là, la bataille commence. Les vraies choses arrivent. Et donc, voilà. En tout cas, j'enchaîne sur votre candidat donc, du PDCI-RDA, M. Thiam, qui a fait aussi une allocution, mais de Paris. C'est vrai que ça a aussi été relevé par beaucoup. Donc, comment vous justifiez finalement cette prise de parole de Paris? Merci encore. Non, je crois que je vais juste revenir avant de... Bien sûr, allez-y, vous avez la parole. Ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire est quelque chose de très grave. Vous avez un pouvoir dirigé par M. Ouattara qui veut coûte que coûte aller en roue libre, en écartant tous les candidats, en bourrant les urnes, en ayant une institution électorale à sa solde, en ayant un conseil constitutionnel à sa solde, etc. etc. Nous voulons vraiment continuer à interpeller l'opinion nationale et internationale, interpeller M. Ouattara lui-même pour dire cette voie qu'il prend là, c'est une voie qui conduit au chaos. Elle l'a déjà fait en 2020, elle va le faire peut-être encore de manière plus grave en 2025. Donc attention, on ne joue pas avec les vies des populations, on ne joue pas avec les vies parce que ça va impacter la sous-région. On ne joue pas. Il faut arrêter, il faut s'arrêter. Et notre message, c'était de dire, il est encore temps de s'arrêter. Dans la paix, dans le dialogue, et on peut le faire parce que nous aimons notre pays. Mais les actes qui sont posés actuellement ne vont pas dans le sens de l'amour d'une nation. Ils vont dans le sens de provoquer des choses qui vont conduire à la destruction sociale, à l'enfoncement de la fracture sociale que nous avons en Côte d'Ivoire. Et je crois qu'il faut
il ne faut pas nous reprocher de l'avoir fait dans le calme. Bien au contraire. Toute chose à son temps. Pour l'instant, c'est le calme. Et tout. Mais c'est ce que souhaitent les Ivoiriens, quoi qu'il en soit. C'est important de le faire dans le calme. Pacifique. Donc, alerte. C'est ce que nous avons voulu faire. Mais en même temps, vous avez raison de dire alerte, mais en même temps aussi mobilisation des troupes pour se préparer à la suite du combat. C'est de ça qu'il s'agit. Mais je réitère le fait que la voie que prend M. Ouattara et le gouvernement de Côte d'Ivoire n'est pas la bonne voie pour le pays, pour la Côte d'Ivoire. Elle n'est pas la bonne voie pour la sous-région, elle n'est pas la bonne voie pour l'avenir de nos enfants. Et nous leur disons, il y a encore le temps, d'arrêter, de s'arrêter, de s'asseoir pour discuter et de parler de la Côte d'Ivoire et de la construire ensemble. D'accord, très bien. Et revenons au message donc, de Tidjane Thiam donc, de Paris. Voilà, quelle était sa posture à M. Thiam et pourquoi de Paris? Bon, d'abord, il est à Paris, vous savez qu'il est à Paris, parce que, bon, il y a des menaces sur sa vie en Côte d'Ivoire, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Non, mais disons-le, parce que... Voilà, il y a des menaces sur sa vie en Côte d'Ivoire, et nous souhaitons quand même, nous avons besoin de lui. Hein? Nous avons besoin de lui. Alors, je caricature en disant, pensez à juin 44. D'accord? Pensez à juin 44. Nous allons engager ce combat pour le gagner jusqu'au bout, parce qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire. Monsieur Thiam, nous avons besoin, pour l'instant, de le protéger. D'accord, donc Monsieur Thiam est plus menacé que les autres, que Gbagbo, que Charles Blé Goudé, etc. etc. C'est pour ça qu'il est à Paris? Un général, c'est toujours important de l'avoir. Hein? C'est vrai, les lieutenants sont utiles, sont importants, mais un général, il a la pensée, il a la vision, et nous avons besoin de lui, et il est important de le protéger. Mais en même temps, vous l'avez vu, il est intervenu, il a passé un message d'ailleurs assez vif, clair et net, appeler les Ivoiriens à l'unité et tout, parce que ce que nous voulons, c'est la démocratie. Les Ivoiriens ne réclament rien d'autre. Ils veulent être ensemble. Ils veulent partager la construction de cette Côte d'Ivoire ensemble dans la diversité. On peut être frères et sœurs et ne pas appartenir au même parti politique. Mais allons-y, votons dans la transparence. Arrêtez de manipuler les urnes, arrêtez de manipuler les élections. C'est ça que nous demandons. Et que le meilleur gagne. Et M. Ouattara n'a choisi d'autre que d'écarter les adversaires. Mais ça, ce n'est pas une bonne voie. Ce n'est pas la bonne voie pour la paix. Et M. Thiam a dit une phrase que je veux juste éclairer. Ne prenez pas les Ivoiriens pour des idiots. Quand il a dit ça, c'était un message très fort. Ne nous prenez pas pour des idiots. Ce pays a des forces, il a des enfants, des filles et des hommes qui ont été formés et qui ont la capacité de faire exactement ce que font les autres. Ce que fait le Sénégal, nous sommes aussi autant capables de le faire. Le Sénégal, dans cette étude dont je vous ai parlé, est classé parmi les pays de la démocratie. Le Ghana, à côté de nous, est classé comme un pays démocratique. Le Libéria organise des élections démocratiques. Et la Côte d'Ivoire ne peut pas organiser. Elle est classée au fond de la classe en matière de démocratie. Non, ne nous prenez pas pour des idiots. Hein? Et nous avons un message à nos frères pour dire, nous sommes vos frères, autant que vous, nous sommes aussi intelligents que vous. Ne nous prenez pas pour des idiots. Ce pays-là est le nôtre. Nous allons le construire ensemble, mais dans la démocratie. Ce que vous faites là, on appelle ça de la dictature. Docteur Camara, l'unité affichée de Cap Côte d'Ivoire, pensez-vous qu'elle va tenir jusqu'au mois d'octobre? En tout cas, c'est ce qu'on espère, hein, puisque en fait, le gouvernement ivoirien, là, il joue la carte de la légalité en disant, dans tous les cas, ce sont des partis politiques, nous, on n'est pas sur des questions de personnes, donc évidemment, pour eux, il ne s'agit pas d'une remise en cause de la démocratie. À partir du moment où c'est des partis qui existent bel et bien, ils sont capables de trouver d'autres candidats qui peuvent se présenter aux élections. Alors même si l'opposition ne l'entend pas ainsi, parce que c'est vrai que la politique, c'est aussi la représentativité, mais c'est aussi l'incarnation. Hein, parce qu'on dit une élection présidentielle, c'est le rapport entre un homme et le peuple. Donc le fait que le pouvoir du RHDP ne veuille pas entendre cela, pose quand même un problème. Et donc, si l'opposition veut quand même se débarrasser du pouvoir RHDP, hein, une façon de le dire, en estimant que c'est la seule façon de sauver la démocratie, mais soit on reste dans la surenchère avec tous les risques que cela peut entraîner pour la Côte d'Ivoire,
en termes de d'embrasement, soit l'opposition s'est dit, ben, on va être raisonnable. Parmi nous, quelle est la personne qui est éligible aujourd'hui? Vous parlez de Cap Côte d'Ivoire, bien sûr. Cap Côte d'Ivoire, et qui puisse justement être, à défaut d'être le candidat unique, en tout cas le candidat que tout le monde va soutenir. C'est pour ça que je réitère ma question. Est-ce que vous pensez que cette unité affichée aujourd'hui de Cap Côte d'Ivoire pourrait tenir jusqu'en octobre 2025? En tout cas, parce que ça veut dire trouver consensus derrière un candidat. Pour l'instant, c'est pas l'objectif du tout. Est-ce que ça peut devenir l'objectif? Je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre. Peut-être pas les 25 partis, enfin selon moi, mais au moins entre les ténors. Je pense qu'il peut avoir. Enfin, on commence à avoir en tout cas un rapprochement. Le député peut me corriger, entre le PDCI et Laurent Gbagbo. Donc c'est qui serait une très bonne chose, même si tous les deux sont dans la même situation aujourd'hui. Mais si avec Simone Gbagbo et d'autres ténors de l'opposition, donc il y a ce consensus, pourquoi pas? Pourquoi ne pas aller et dire on gagne, et lorsque l'élection est passée, on s'engage à remettre les choses à zéro, hein, donc à faire provoquer une élection anticipée qui puisse justement permettre donc aux leaders de revenir exactement. En force. Et pour finir, on va vous donner la parole à vous, Monsieur Dehaut, concernant le meeting donc Cap Côte d'Ivoire qui a eu lieu le 31 mai dernier à Yopougon. Alors, quelle va être la suite? La liste électorale est sortie donc le 4 juin, aujourd'hui, enfin le 4 juin, mercredi 4 juin. Donc, je suppose qu'il va y avoir une nouvelle mobilisation afin finalement de lancer un message différent, parce qu'entre le 31 mai et le 4 juin, il s'en est passé des choses. Est-ce que c'est prévu? Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que les ténors donc, de Cap Côte d'Ivoire vont se réunir pour finalement aller entre guillemets en guerre avec une vision claire? Oui, alors, je voulais juste corriger un message qui a été passé là. Notre objectif n'est pas de nous débarrasser du RHDP. C'est pas ça qu'il faut dire. Notre objectif, c'est d'avoir des institutions qui permettent à tous d'être candidats clairement, inclusifs. Voilà. Le RHDP, si c'est lui qui gagne de manière transparente, alléluia, le pays va continuer. Mais il faut la démocratie. C'est ce que nous voulons. On doit être capable de faire la même chose que le Sénégal. Ou comme le Ghana. C'est tout ce que nous demandons. D'accord. Donc la suite pour le Cap. Alors, c'est important. Maintenant pour Cap, bon, là on est juste mercredi. La liste est tombée hier nuit avec l'exclusion de ce Cheikh Tidiane Thiam. Je peux en parler tout à l'heure. Non, je crois qu'ils vont se réunir très rapidement avec Mme Gbagbo, qui est la porte-parole principale de Cap. Ils vont se réunir à Abidjan, le PDCE aussi va se réunir, et ils vont pouvoir donner des mots d'ordre. Ce que je peux vous dire, c'est que Tidiane Thiam a été momentanément exclu de la liste. Nous sommes en train d'agir. Hier, le président Thiam a déposé... on va en parler dans un instant. Là, vous nous coupez l'herbe sous le pied à nous, ici dans l'émission. Voilà. Parce qu'il y a monsieur Dr Camara qui va nous faire une chronique concernant, un état des lieux de la situation concernant la liste électorale définitive qui est sortie donc le 4 juin dernier. Alors, on regarde une vidéo honorable et puis on revient. Ce lundi 2 juin, la CEI a officialisé la liste électorale définitive à l'issue d'une rencontre tenue à son siège de Cocody. Un document présenté comme le fruit d'un processus rigoureux de vérification. Le président de l'institution électorale se veut rassurant. Le présent fichier est la suite de celui de 1960 jusqu'en 2008-2009, où il a fait l'objet de refontes pour servir à l'élection de 2010, après sa certification par les Nations Unies. Notre liste électorale 2025 est donc fiable et crédible. Elle est donc prête pour servir de référentiel aux prochaines élections électorales, dont la plus imminente est l'élection du président de la République prévue le samedi 25 octobre 2025. Mais au-delà de cette publication, une autre question continue d'agiter la classe politique, celle de la révision de la liste électorale, une exigence formulée par l'opposition, mais fermement rejetée par la CEI. De retour sur le plateau, Monsieur Camara, on vous écoute. Oui, donc Aïssa, alors qu'elle était attendue pour fin juin, la Commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire vient de publier la liste électorale définitive. Le contexte dans lequel cette publication de la liste définitive est faite nous interpelle et en fait nous amène
a souligné 2 points essentiels. Donc, premièrement, est-ce que la justification qui est faite par la CEI est tout à fait une justification qui prend en compte la dimension politique? Et deuxièmement, on va voir quelles peuvent être les conséquences de cette publication anticipée. Alors, donc, la CEI, donc, par l'intermédiaire de son président, donc, a présenté le contexte dans lequel elle a fait ses travaux. Ensuite, elle a fait ses travaux, elle a donné les statistiques sur la liste électorale en disant que actuellement la liste définitive donc, comptabilise un peu plus de 8 700 000 électeurs et que donc ils ont anticiper sa publication parce qu'il est prévu dans la loi électorale que les candidats à l'élection présidentielle doivent disposer au moins, et à la demande des partis politiques, disent-ils, d'un délai de 3 mois pour pouvoir obtenir les parrainages de la part donc, des citoyens, sachant que chaque candidat doit obtenir 1% du corps électoral dans les 17 districts donc, qui ont été désignés. Donc pour eux, c'est une façon, donc, puisque si on maintient la liste provisoire, on ne peut pas être parrainé avec la liste provisoire parce que il faudrait qu'il y ait le numéro de l'électeur, donc du candidat, et que de façon nominative, toutes les personnes qui parrainent un candidat doivent dire, ben voilà, je parraine tel candidat qui lui-même est déjà présent sur la liste. Donc voilà la justification. Alors, mais c'est une justification qui paraît quand même un petit peu sur le plan politique, un petit peu, on va dire, je dirais pas contestable, mais un petit peu faible, hein, dans la mesure où le chronogramme de l'élection a été fixé depuis très longtemps et rien ne dit, bon, alors ils disent que, pareil, que demander une révision de la liste électorale exigerait un délai de 6 à 7 mois et que matériellement ce n'est plus possible. Alors pourquoi est-ce que la CEI n'a pas anticipé cela et n'a pas justement répondu donc à la demande de l'opposition? Donc c'est la question qu'on se pose. Et donc finalement, lorsqu'on revient sur les conséquences de cette publication, donc on se rend compte qu'il s'agit donc d'une publication anticipée qui exclut tout espoir d'un dialogue politique qui aurait pu entraîner justement l'intégration des candidats exclus. Elle écarte la perspective d'une révision demandée, d'ailleurs c'est ce qui est dit, puisque lorsqu'on pose la question au président de la CEI en disant mais qu'est-ce que la CEI fait des candidats qui ont fait des recours, etc., ils disent que non, la CEI est bête et méchante, elle applique la loi lorsque la justice dit de radier un candidat, le candidat est radié. En l'occurrence, donc on pense par exemple à M. Thiam qui aurait introduit des recours et aurait pu justement obtenir gain de cause par rapport à ces recours. Elle ne donne plus donc le temps aux procédures judiciaires donc introduites d'aboutir et finalement, en justifiant cette publication par une volonté de respecter la date du scrutin coûte que coûte, quel que soit le risque d'embrasement que cela comporte, la CEI confirme, selon moi en quelque sorte, la stratégie du RHDP qui consiste à empêcher, sous couvert du respect de la Constitution, la présence des candidats d'opposition susceptibles de concrétiser une alternance politique en Côte d'Ivoire. Pour moi, donc, il s'agit d'une stratégie dangereuse pour la Côte d'Ivoire, hein, dans la mesure où on a entendu déjà la réaction d'un certain nombre de partisans de certains candidats qui disent que dans tous les cas, ils demandent les parrainages, que leur candidat soit présent ou non sur la liste électorale qui demande le parrainage, et que donc, dans tous les cas, le rapport de force va continuer et voilà, on ne sait pas de quoi tout cela va Merci beaucoup, finalement aboutir. Camara, on va en discuter ici sur le plateau. Donc la question a été posée plus tôt, est-ce que lorsque vous faisiez votre meeting donc à Yopougon, est-ce que la coalition Cap Côte d'Ivoire était au courant de la situation, à savoir donc la sortie anticipée de la liste électorale, sachant que quand même la CEI a justifié comme quoi elle avait un petit peu sondé donc différents partis politiques qui trouvaient normal et qui trouvaient même cela mieux de sortir la liste électorale au plus tôt afin qu'ils puissent aller chercher les parrainages. Vous en pensez quoi? En tout cas, merci, c'est elle qui le dit. Je n'ai pas la source de ces informations. Vous avez été peut-être consulté? Non, pas du tout. Ce que je peux vous dire, je reviens encore sur ce que j'ai toujours dit, il faut qu'on soit sérieux et il faut qu'on soit responsable. Il a dit, il y a un refus de dialogue. Il y a un choix stratégique qui est fait pour confirmer le plan qu'on a préparé. C'est pas un argument qui tient, à savoir de sortir au plus tôt la liste électorale afin qu'on puisse aller chercher. Pourquoi ça ne tiendrait pas? Ça ne tient pas pendant que vous êtes en train de... On est des Ivoiriens. Vous avez vos compatriotes qui se réunissent
et qui vous disent, et tous les partis d'opposition, c'est quand même pas des idiots, et qui vous disent, venez, il y a des problèmes qui sont avérés, liste électorale. Pourquoi on publie cette liste alors que nous avons demandé un audit et l'audit n'est pas fait? Vous pensez qu'en quelques jours, c'est-à-dire qu'en 18 jours, il y a eu un changement parce que la liste électorale définitive devait sortir le 20 juin, elle est sortie le 4 juin. Madame, c'est un changement stratégique de M. Ouattara. Bon. Mais en même temps, donc je retiens, refus de dialogue, audit, refus de dialogue, on impose son plan et on veut passer en force. Bon. Vous savez, dans la vie, comme j'ai toujours dit, je vous l'ai dit ici d'ailleurs, chacun est responsable de ses actes. Hein? Et d'ailleurs, M. Ouattara sera le seul à assumer devant l'histoire les conséquences des actes qui sont posés actuellement. Mais en même temps, nous disons et nous interpellons. Vous savez, pour la paix, il n'y a pas de plus grand sacrifice à faire pour son pays. Et mettez-moi toutes les dates, tout ce que vous voulez, mais les Ivoiriens veulent la paix. Bien sûr. Et pour la paix, nous sommes capables de mettre de côté tous les calendriers et de trouver des solutions. Ça, c'est ce que je peux vous dire. Donc moi, en tout cas, j'écoute, je regarde, je dis, nous voulons la paix, et pour la paix, nous sommes capables de nous asseoir et de trouver des solutions. Oui. Baba, qui est vraiment pénalisé par cette publication anticipée, selon vous? Ça serait plutôt, je pense, pour le moment, l'opposition, mais plutôt le peuple. Parce qu'ils se sont réveillés, parce que les politiques, eux, ils savent comment gérer. Parce que eux-mêmes, je ne pense pas que ça soit une surprise de n'avoir pas vu le nom de Tidjane Thiam ou de Gbagbo sur la liste. Anticipé, oui. Donc, mais plutôt le peuple qui se réveille et qui se dit, oh mon Dieu, on avait déjà connu ce type d'événement, en tout cas de scénario. Au 25 octobre, on entend il y a beaucoup qui reportent même leurs vacances, ou il y a d'autres qui se disent je vais aller en vacances, mais il y a beaucoup qui craignent. Effectivement. Donc c'est pour ça que c'est plutôt le peuple qui est perdant là-dessus. Mais pour moi, la CEI n'est pas vraiment un problème en fait par rapport à ce qu'ils ont dit, parce que quand vous écoutez le président de la CEI, il se dédouane de toute chose. C'est-à-dire qu'en voulant rassurer les gens, exactement, il ne se réassure même pas. C'est-à-dire que, comme il dit, quand il a dit « bêtes et méchants, nous appliquons », on sait que si le Conseil constitutionnel ou un tribunal exige l'inscription de Tidjane Thiam dans la liste électorale, ils seront obligés de l'appliquer. Donc pour moi, c'est pas... C'est pas la CEI Oui. Non, mais c'est pour parler même de la crédibilité de la CEI. Mais comment se fait-il que sur la liste provisoire, il y ait autant, j'ai même pas envie de citer le nombre d'irrégularités, mais des irrégularités où on se dit, soit ceux qui ont accepté ça sur la liste sont d'une incompétence extraordinaire, d'accepter d'avoir mis sur certaines listes des personnes qui ont peut-être plus de 150 ans, et on accepte de l'inscrire, et même par rapport à la révision et le nombre même d'irrégularités qu'ils disent avoir régularisé, ça prouve que cette CEI, autant au début, j'avais confiance en cette CEI, mais autant là... C'est quoi, elle est plus crédible, elle n'est pas crédible, elle n'est pas crédible. Pour moi, elle n'est pas... En tout cas, c'est un avis personnel, mais elle n'est pas crédible et ils ne sont pas assurés. Le président n'est pas assuré. En tout cas, il n'apporte pas une certaine assurance. Et mieux, il fait de la pédagogie en disant... nous voulons la paix en Côte d'Ivoire, nous voulons notre liste est fiable. Ça prouve que lui-même n'est pas fiable. Alors, je voulais juste compléter cette intervention qui est vraiment excellente. C'est-à-dire, vous avez un président de la CEI, grosso modo, qui ne sait plus où il habite. Hein? Il dit des choses qui ne sont pas de lui. Ils ne sont pas de lui. Eh bien d'ailleurs, ce sont des instructions. C'est de ça qu'il s'agit. Comment peut-on comprendre qu'en 2020, on a fait une révision électorale pour la même date des élections, on l'a faite entre le 10 et le 20 juin. Alors, il ne peut pas, ce n'est pas crédible de venir dire aujourd'hui que je ne peux pas faire. Et en plus, on a des moyens encore plus sophistiqués. Il est obligé de se trouver des justificatifs, de s'inventer des choses, mais ça ne tient pas la route. Je veux aussi vous donner une statistique. En 2018, il y a un organe qui a fait, c'est l'APDH qui a fait une étude dans laquelle il a montré que 62% des Ivoiriens n'ont pas confiance dans la CEI. Et même si les 38% qui restent, il y a seulement 20% qui ont confiance dans la CEI totalement. Donc, il y a un problème de confiance dans cette institution.
Et je suis d'accord avec son intervention pour dire, madame, c'est quand même grave. Un grand pays comme la Côte d'Ivoire, où on a formé des ingénieurs, des gens du monde, dans toutes les grandes écoles du monde entier, on n'est pas capable de faire une analyse d'un fichier. Non mais là vous lancez une prière, vous demandez à Allah, à Dieu, sauve-nous. Parce qu'on ne peut pas, c'est inacceptable. Donc ça montre bien le plan de M. Ouattara. Et je veux vous dire un élément important. M. Ouattara avait programmé depuis le début, depuis plus de 6-7 mois, même plus avant, qu'il allait écarter M. Thiam de la liste électorale. Et ce que je vous dis là, avec des preuves à l'appui. Et il arrive à son objectif. Mais ce n'est pas un bon objectif pour le pays. M. Thiam, on l'écarte, sous prétexte de ne pas avoir la nationalité ivoirienne. Mais c'est n'importe quoi. Baba a dit quelque chose dans sa prise de parole en disant comme quoi, finalement, ce n'est pas une surprise pour vous. Donc, ce qui est apparu sur la liste électorale définitive, en principe, vous étiez censé être au courant que, quoi qu'il en soit, M. Thiam n'y allait pas. Vous y croyez quand même un petit peu? Vous vous disiez peut-être que le 20 juin ou le 4 juin, la liste électorale serait inclusive. Donc, finalement, la grande surprise, vous faites le grand étonné, mais est-ce que... Non, ce que je veux dire, ce n'est pas une surprise, d'accord. On est d'accord. Mais en même temps, non, ce n'est pas une surprise. Donc, je vous dis que le combat, il ne fait que commencer. Le combat démarre maintenant. Il ne fait que commencer. Et nous allons le mener dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Soyez assurés, on va le mener. Et finalement, quels sont les recours possibles? Parce que là, finalement, les Ivoiriens qui vous regardent, les Africains, le monde entier qui vous regarde, vous disent, bah, ça, là, les carottes sont cuites. Elles ne sont pas cuites. Et qui se dit, bah voilà, la liste orale définitive est sortie, les candidats, entre guillemets, enfin, ceux qui sont inscrits, ceux qui ne sont pas inscrits ne sont pas inscrits, c'est terminé. Y a-t-il des recours possibles? Alors, moi, justement, j'ai appris que M. Tidjane Thiam, par exemple, avait saisi le Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour justement dénoncer cette exclusion de la liste électorale et que, on avait dit qu'il y avait peut-être d'autres juridictions au niveau de l'Afrique qui peuvent être saisies, notamment pour... Alors, si la Côte d'Ivoire veut quand même rester un pays crédible, parce que moi, je rajoute aussi que la Côte d'Ivoire, c'est vrai que jouit d'un statut particulier, pas simplement dans notre sous-région, mais en Afrique, et que la stabilité de la Côte d'Ivoire, elle tient aussi pour les autres pays voisins, compte tenu de son poids, de son rôle en Afrique de l'Ouest. Et donc, aucun Africain ne voudrait que demain la Côte d'Ivoire s'embrase et que la Côte d'Ivoire replonge à nouveau dans une crise. Donc, évidemment, c'est qu'on peut justement attendre, et d'ailleurs ça c'est quand même un argument fort, il faudrait qu'à un moment donné, le PDCI et peut-être les autres partis de l'opposition, aussi entendent le fait que nous, on ne vous refuse pas le droit de présenter des candidats, parce que la loi fait que telle ou telle personne sont exclues, à vous de trouver le moyen de présenter des candidats pour justement participer à l'élection. Ça, c'est quand même un argument qui va souvent être avancé et sur lequel... Donc finalement, voilà. C'est bien alors que la CEI annonce la liste électorale définitive avant, afin que le PDCI, etc., puisse se préparer à d'autres éventualités. Donc, mais je pense que stratégiquement, donc si on soutient l'hypothèse selon laquelle cette CEI est partisane et qu'elle est instrumentalisée par le pouvoir en place, évidemment, on suppose que la publication anticipée de la liste électorale, justement, contraint l'opposition ivoirienne à ne pas pouvoir présenter les ténors. Et à présenter face au RHDP, peut-être, je ne dirais pas des candidats des seconds couteaux, je ne dirais pas ça, mais en tout cas des candidats qui n'auront pas la même stature que les ténors qu'on connaît. Et que cela peut-être donnerait plus de chances au RHDP de gagner. Mais c'est quand même étonnant, je vais rajouter, puisque quand on entend les cadres du PDCI, ils disent que M. Ouattara, s'il est candidat à nouveau, n'a rien à craindre parce qu'il a un bilan qui parle de lui-même et que donc il n'a rien à craindre. Donc on ne comprend pas. Du RHDP, voilà. On corrige. Donc, je vais vous donner la part, les recours, ça c'est important, c'est-à-dire que dites-vous aux téléspectateurs, que dites-vous aux militants du PDCI RDA qui se disent qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, est-ce qu'on a les poings, mains liés, quels sont les recours possibles, que va-t-il se passer maintenant? Le recours, c'est, le PDCI c'est le parti du dialogue, donc le recours c'est le dialogue, on va provoquer le dialogue, parce qu'à un moment donné, il faut le provoquer. Nous allons, ils ont leur technique, on ne peut pas tout dévoiler. Nous allons provoquer le dialogue. Dans la paix.
Dans la paix, c'est Dans la important. paix. Dans la paix. Non, on n'est pas une partie d'aviron. D'accord? Nous allons provoquer le dialogue. Parce qu'à un moment donné, quand vous avez usé tous les moyens, il y a d'autres moyens qu'on va utiliser pour provoquer ce dialogue. Donc là, vous rassurez les militants du PDCI-RDA, ce n'est pas terminé. Je veux leur dire de rester, comme le président l'a dit dans son communiqué hier, de rester mobilisés, parce qu'il s'agit de notre pays, la Côte d'Ivoire. Ce que nous voulons, ce n'est pas exclure Pierre, Paul ou Jacques. Ce n'est pas ça notre objectif. Notre objectif, en tout cas au PDCI et avec toute l'opposition, c'est que ce virage-là, c'est un virage important pour notre histoire. Nous voulons poser les bases de la démocratie. Et ce qui se passe aujourd'hui ne va pas dans le sens de ce que veut le peuple de Côte d'Ivoire. Et le peuple de Côte d'Ivoire va contraindre M. Ouattara à aller dans un vote démocratique, avec des méthodes correctes, normales. Donc pour vous, le seul recours possible pouvant vraiment changer la donne, c'est provoquer le dialogue. Que le peuple... Il faut provoquer le dialogue. Sinon, quand vous parlez de l'ONU, parce que M. Tidjane Thiam a lancé un recours auprès de l'ONU, etc., est-ce que finalement ça va servir à quelque chose tout ça? Non, c'est important. Vous savez que, là je peux vous dire, ça au moins M. Ouattara, est-ce que ça peut faire il est très sensible, je peux vous dire. Bien sûr. Il est très sensible à cela. D'accord? Mais nous, on ne veut pas forcer la décision du comité des droits de l'homme. Simplement, on a vu que dans notre propre pays, il y a une justice qui est au sol du pouvoir et qui prend des décisions qui sont manipulées. Donc nous nous adressons à des organes internationaux pour dire, écoutez, voilà notre situation, d'accord, regardez-la et regardons ensemble ce qu'on peut faire pour sauver la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Bien sûr, mais vous avez conscience que finalement, ces solutions-là, un petit peu cours international, etc. C'est important. Voilà, c'est important symboliquement, mais... Non, c'est pas symbolique. C'est pas symbolique. Vous connaissez un pays, au cas où la Cour, enfin le comité des droits de l'homme donne des orientations et donne un certain nombre de conseils, vous connaissez un pays qui va dire non, je ne veux pas écouter les droits de l'homme internationaux. Donc vous pensez il va en assurer les conséquences. Bien sûr. D'accord. Vous pensez qu'aujourd'hui, donc en juin, à 3 mois des élections présidentielles, donc les organes internationaux vont pouvoir prendre des décisions qui pourront... On ne leur demande pas de prendre des décisions. En tout cas, on leur demande, d'abord on leur présente la situation, et on leur demande de donner les advices nécessaires à M. Ouattara pour qu'ils comprennent que ce dont il s'agit, c'est des arbitres internationaux qui ont donné des avis favorables. Ce sont des avis, vous l'avez dit, ce sont des avis non convertis. Mais c'est important. Mais c'est important. C'est important. Dans la symbolique. C'est important. C'est important qu'il ait ces avis-là. Bien sûr. C'est important. Parce qu'on n'est pas, on est dans un monde globalisé, on n'est pas seul, et c'est important aussi d'écouter les autres. Et il y a des règles. Il y a la DOA, la Democratic Union of Africa, a produit hier une recommandation demandant à M. Ouattara d'inscrire M. Thiam sur la liste électorale. L'a-t-il fait? Non, là ça date d'hier. D'accord. Et vous pensez qu'il va le faire? C'est important. Vous pensez que M. Ouattara va... C'est important. M. Ouattara, même pas M. Ouattara. Il faut continuer à voir et à la fois à poser le problème de manière transparente. Donc, je vous rassure, nous on n'est pas dans la logique partisane, c'est nous, c'est pas nous, non. La situation doit être une situation transparente, posée à nos amis, partout où ils se trouvent, soit en Afrique, soit en Europe, qu'ils soient en Asie, mais aussi, en même temps, mobiliser la population ivoirienne, d'accord, pour amener M. Ouattara à dire ce qu'elle veut. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est la seule solution finalement pour éventuellement... Non, c'est un ensemble. La population, ceux pour lesquels nous nous battons, ce sont les Ivoiriens et les Ivoiriennes dans leur diversité. Il est important qu'à un moment donné, eux aussi, ou elles aussi, s'expriment, donnent un avis sur la situation. Et nous avons des canaux pour pouvoir le faire. Et nous sommes en train d'y travailler. Aïcha. Donc, moi, je voudrais justement poser une dernière question à monsieur le député. C'est est-ce que si vraiment M. Ouattara ne réagit pas et qu'il ne prend pas de décision qui permet d'intégrer M. Thiam et d'autres ténors de position. On dit M. Ouattara, voilà, et le président Ouattara. Donc voilà, mais est-ce que le PDCI, est-ce que l'opposition, au risque, justement ça, c'est parce que je pense que le pouvoir compte sur le fait que, vu la fragilité de la situation, l'opposition ne risque pas d'aller très loin dans l'expression d'un rapport de force qui puisse justement le désigner comme étant irresponsable, etc. Mais est-ce que, parce que dans une démocratie, qu'est-ce qui nous reste pour faire le rapport de force? C'est soit les manifestations, soit une désobéissance civile, donc une mobilisation de la population. Est-ce que le PDCI est prêt
à aller vers ce type de solution, Et encore et une fois, notamment n'oublions un pas- boycott de l'élection. Et n'oublions pas le Conseil constitutionnel. Vous avez donné une batterie d'options, mais vous n'avez pas donné toutes les options. Oui. Voilà. Donc nous, on a des options. Et là-dessus, comptez sur nous, les Ivoiriens. Depuis ce matin, regardez, moi je reçois des appels, la mobilisation commence. Elle va se faire. Les Ivoiriens vont se mobiliser pour dire stop, comme ils disent eux-mêmes, trop c'est trop. Vous êtes nos frères, mais à un moment donné, on ne peut pas sacrifier notre pays. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nous ne voulons pas sacrifier notre pays. Donc stop, arrêtez. Venez, on va discuter. Vous ne serez pas perdants surtout. La Côte d'Ivoire sera gagnante. C'est de ça qu'il s'agit. Et moi, je suis très sérieux quand je dis ça. Je lance toujours un appel aux hommes politiques dans mon pays. À l'Assemblée nationale, je suis connu en la matière. Ce dont il s'agit des générations de demain. Il ne s'agit pas de nous. On est un pays qui a traversé 2010. Je raconte que là-bas, dans ma région, on a eu les 3000 morts dont on parle, ils sont à l'ouest. Nous, on n'a pas envie de revivre la même chose. Sous prétexte que Pierre-Paul Jacques veut conserver le pouvoir. Nous voulons construire une nation démocratique. Nous voulons construire... Écoutez, je vous l'ai déjà dit, je le redis ici. Moi, j'ai passé 32 ans de ma vie en Europe. Nos pays ont un potentiel énorme. Mais comment on fait pour exploiter ce potentiel? Ce n'est pas en dirigeant nos pays comme les gens le font aujourd'hui. Il faut changer de cap. Mais c'est une obligation. Ce que nous pourrons dire, en tout cas, au président Ouattara, c'est dire, cher aîné, c'est une obligation. Il faut changer de logiciel pour rentrer dans un autre logiciel où on a une jeunesse qui est là, qui attend qu'on lui montre un autre chemin que celui de l'autocratie. C'est ça le message qu'on veut passer. On n'a rien contre quelqu'un, il a fait 15 ans. Il a promis la réconciliation, elle n'est pas au rendez-vous. Il a promis d'unité du pays, elle n'est pas au rendez-vous. Bien au contraire, il a amené le pays à la division. Et il veut continuer avec les mêmes démarches et avec les mêmes méthodes. Non. C'est ça le message que nous passons. Bien sûr, le message est très clair et on vous a bien entendu. Et l'alternative, quand je dis l'alternative, c'est-à-dire que vous souhaitez mobiliser pour finalement changer la donne. Est-ce que cela se fera via Cap Côte d'Ivoire? Encore une fois, j'insiste dessus parce que vous avez fait une démonstration de force. On a vu que vous avez réussi à mobiliser. Maintenant, vous allez vous réunir pour finalement montrer que, enfin, dire comme quoi il y a d'autres objectifs qui vont être clairs. Peut-être un programme commun, peut-être des candidats communs, etc. Donc aujourd'hui, est-ce que une des seules alternatives du RHDP, enfin du PDCI et de plusieurs autres partis, c'est pas cette union sacrée qu'il va falloir pousser un peu plus loin que ce n'est l'est aujourd'hui? Non, je suis d'accord avec vous. Il faut renforcer cette union. Elle va partir de CAP, PDCI, CAP, mais aussi, vous l'avez dit, il y a le PPACI qui est là, qui est un grand parti. À un moment donné, il s'agit d'une cause nationale. Et pour la cause nationale, nous devons être unis pour mener ce combat. C'est un combat vraiment pour la démocratie. Et M. Babo, il faut quand même lui rendre cet hommage. Est un de ceux qui ont tracé la voie, qui ont souhaité la démocratie. Il doit pouvoir en tout cas s'engager avec nous. Et je crois que les contacts sont... Est-ce que demain, ça serait possible d'avoir autour d'une table, donc Charles Goudet, M. Tidiane Thiam, M. Gbagbo? Oui, nous y travaillons. Nous y travaillons. C'est un objectif? Non, nous y travaillons sérieusement. Ce n'est pas un objectif bien sûr. Mais en tout cas, ça serait bien qu'il puisse s'asseoir. C'est un projet à très très court terme. Nous y travaillons et moi-même j'y suis impliqué et les choses, nous avons de très bons contacts, les choses se passent bien. Voilà là-dessus, soyez rassurés. Et pour la Côte d'Ivoire, nous avons aussi des amis, des frères qui sont RHGP, qui pensent la même chose que nous. Bon, sauf qu'ils sont sous couvercle et ils ne veulent pas parler. Mais c'est la Côte d'Ivoire qui veut le changement. Même quand elle est au RHGP, elle veut le changement. Et c'est ce changement-là que nous voulons, pour construire une Côte d'Ivoire pour demain. Baba, vous avez beaucoup parlé du peuple aujourd'hui qui pourrait être le plus grand perdant encore et encore une fois. Et on sent aujourd'hui qu'il y a une grosse inquiétude qui monte au sein des Ivoiriens, peu importe le parti auquel ils appartiennent. Aujourd'hui, les Ivoiriens ont peur, à savoir, on a peur de la tournure des choses. Il y a de quoi s'inquiéter. Et moi, ce qui me fait peur,
C'est le nombre de fois où on va dire on veut la paix, on demande le calme. C'est-à-dire que quand c'est un processus normal, on n'a pas besoin d'utiliser ces mots, on veut la paix. Et même, bon, c'est son honorable est dans son rôle et il ne peut pas le dire. Mais quand il dit provoquer le dialogue, et quand on parle aussi des recours, il y a plusieurs types de recours. Au niveau de la justice, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel, les recours au niveau aussi au niveau international. Malheureusement, et j'espère qu'ils n'en arriveront pas là, mais j'ai l'impression que nos États africains, dans la plupart, c'est au moment où les violences éclatent qu'on commence à se poser des questions, qu'on doit commencer à négocier quelque chose ou accepter le dialogue. Parce que vous avez fait beaucoup de parallèles avec le Sénégal et on a vu comment ça s'est passé au sein du Mais Sénégal. un peu partout, c'est quand la violence est que même au sein des entreprises. Les gens viennent, ils amènent leurs revendications, on essaie de dialoguer, ça n'arrive pas. C'est au moment où ils font des grèves, et parfois grèves violentes, qu'on commence à dialoguer. J'espère juste que la Côte d'Ivoire en arrivera pas à là, mais c'est en train de prendre ce chemin. Parce que faire de la CEI qui le 20 juin, moi je pensais que ça allait être le 20 juin, le temps qu'il y ait des négociations et de remettre inclusivement tout le monde sur la liste électorale. Mais ils se sont précipités au 2 juin ou au 4 juin plutôt. Et en plus, quand vous dites que le Cap CI vont se mobiliser ou vont faire l'union sacrée, mais là, c'est des circonstances qui leur donnent l'objectif de se réunir. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix par rapport à cette injustice. Ça aurait été plus facile d'inclure tout le monde. Et je ne suis pas sûr que, si on avait inclus tout le monde, je ne suis pas sûr que le Cap CI serait uni. Et là, donc, moi, honnêtement, personnellement, je suis vraiment inquiet sur les tournures qui vont arriver. Parce que là, on n'est même pas au parrainage. Parce que parrainage, c'est autre chose encore. Mais là, on est juste à la liste électorale. Et j'espère, en tout cas, qu'ils vont entendre ce dialogue. Parce que dialoguer, ce n'est pas forcément de tout régler. Mais au moins le consensus pour la paix en Côte d'Ivoire. Et pour la paix en Côte d'Ivoire, comme il dit, ce n'est pas éliminer le RHDP, mais c'est de permettre au peuple ivoirien d'aller voter dans la transparence sans une perception injuste ou pas. D'accord, très bien. En tout cas, le message est passé, Monsieur Dehaut. Il nous reste quelques secondes, 1 minute maximum pour nos téléspectateurs. Donc, on insiste, hein, le plus important, c'est de penser aux Ivoiriens, à tous les Ivoiriens, à l'Afrique entière. Alors, je vous laisse la parole et on conclut sur ces mots. En tout cas, encore une fois, merci pour ce temps que nous avons passé, pour les échanges, pour nos téléspectateurs. Ils l'ont dit, hein, la Côte d'Ivoire est une plateforme de rassemblement, d'unité de l'Afrique, et puis c'est un modèle. Mon message, je l'adresse au président de la République de Côte d'Ivoire pour dire, Monsieur le Président, c'est vous le chef, le responsable de notre pays. Et, vous êtes à un moment historique de notre pays. Il faut prendre les décisions qui s'imposent pour que ce dialogue, qui sera un dialogue fraternel, franc, sincère, puisse se mettre en place. Et je crois de tout mon cœur que vous allez prendre cette voie qui sera la voie pour les générations futures, pour qu'un jour on retienne que vous avez laissé votre nom positivement dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Le message est clair, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cette émission. Merci à Dr Camara, merci à Babadem et bien sûr à Honorable Simon Dehaut pour votre présence sur le plateau de l'Afrique dans tous ses états. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Bye bye.